Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui après Paris-Nice et Tirreno-Adriatico pour débriefer, revenir sur les deux premières grandes courses par étape de la saison, qui ont été remportées par Matteo Jorgensen en France et par Juan Ayuso en Italie. Des victoires pour les équipes Visma Leasebike et UAE Emirates une nouvelle fois, avec pas mal de choses qui se sont passées. En plus de cela, il n'y a pas que le classement général, bien évidemment, avec notamment, par exemple, la victoire d'étape du français Lenny Martinez. Et on va prendre le temps de revenir sur tout ce qui s'est passé sur cette semaine et se pencher un petit peu sur Milan-San Remo qui arrive samedi. On va voir tout ça avec nos trois chroniqueurs du jour. Geoffrey pour commencer. Salut Geoffrey. Salut Mathieu, salut à tous. On est aussi avec Anselme. Salut Anselme. Salut tout le monde, salut Mathieu. Et on complète notre équipe du jour avec Johan. Salut Johan. Bonjour à tous. Et bien voilà, vous avez le programme, attention au départ, chasse patate, c'est parti. On va faire un bilan un petit peu global de ce qui s'est passé sur cette semaine, on va pas rentrer beaucoup dans le détail précis de ce qui s'est passé, mais revenir sur ce qu'on peut retenir principalement de cette semaine avec, on va donc le rappeler, Paris-Nice qui a été remporté par Matteo Jorgensen devant Florian Lipovic et Thymen Arensman. Paris-Nice qui a connu de nombreux abandons, dont notamment celui de Jonas Vingegaard qui était le principal favori, qui a dû abandonner sur chute. Une chute à l'occasion de la 5e étape, il s'est blessé à la main, le Danois. Et de l'autre côté, Tirreno-Adriatico a été remporté par Juan Ayuso devant deux Italiens, Filippo Ganna, le rouleur, qui monte sur le podium, pour une seconde devant Antonio Tiberi, qui prend la 3e place. Voilà pour les résultats principaux. On a eu aussi des sprints également avec 2 victoires pour Tim Merlier en France, 2 victoires pour Jonathan Milan en Italie par exemple. Mais déjà, de manière globale, entre Paris-Nice et Tirreno-Adriatico, quelle course vous avez préférée sur la semaine qui vient de s'écouler ? Alors, moi j'avais déjà donné mon avis la semaine dernière, il n'a pas changé. Donc Tirreno. Oui, donc Tirreno, c'est formidable. Ça se joue sur un chrono de 10 bornes et une course de côte de 7 km. Mais après, Tirreno, il y a eu des belles éditions, il y a eu des belles étapes. C'est pas le cas cette année. Il y a eu des moments sympas avec la victoire d'un Uno X en échappée, l'étape de 240 bornes où la fin c'était un petit peu intéressant avec la victoire de Vendramé, des choses comme ça, mais c'est léger. Là où Paris-Nice, il y avait quand même un côté un peu plus des rebondissements, un peu plus des choses qui se passent, un petit peu plus surprenant, même si le résultat final l'est pas forcément énormément, mais en tout cas non mais je suppose qu'on va reparler à un moment ou à un autre. Le gars qui gagne Paris-Nice, c'est quand même taillé pour Paris-Nice, mais oui, on en reparlera. Matteo Jorgensen voilà. qui s'est imposé pour la 2e année consécutive. On abordera le sujet un petit peu plus tard. Mais en tout cas, moi, Paris-Nice, c'est une course qui m'a plus plu, que j'ai le plus plaisir à suivre, que j'avais plus envie d'aller regarder que Tirreno. Si j'étais en train de louper l'étape, je me disais, bon, tant pis, hein, je regarderai un petit peu la fin, et puis voilà. Dans le dernier podcast, Geoffrey, toi tu disais, je sais pas comment on peut préférer Tirreno à Paris-Nice. Est-ce que ça a été le cas a posteriori, ça a été ton cas sur cette semaine ? Paris-Nice, j'ai été assez échaudé par le résultat après le chrono par équipe, où je me suis dit, voilà quoi, on est mardi et c'est sûr que c'est fini. Bon, finalement, Vingegaard a pas tout écrasé derrière vu qu'il a abandonné. Du coup, c'est son coéquipier qui a gagné. En rigolant un peu, on disait que c'était Jorgensen, celui qui avait le plus de chances de gagner à part Vingegaard. Et on est dessus. Ça a été le cas, voilà. Il y avait des étapes sympas, mais j'avais pas envie de toutes les juste courses de côte. À chaque fois, moi, ça a été l'inverse. C'était par rapport au parcours de ce qu'il y avait sur Paris-Nice, sauf l'étape de la Loge des Gardes, de la côte Saint-André, pardon, où tout allait se faire juste dans le final, et du coup, on pouvait regarder plus tardivement, alors que, je sais pas, des étapes
certaines étapes sur Tirreno, il y avait plus un côté incertain sur comment ça allait bouger. Enfin, après, j'ai pas été emballé plus que ça par les deux épreuves. Hein. T'as bien fait dans ta question de préciser entre les deux, parce que sinon. Oui, je sais très bien que tu vas me dire plutôt le trophée au Binda, par exemple, ou... Ouais, j'aurais pu, mais franchement, il y avait des pavés avec le Grand Prix Houtingen en milieu de semaine en Belgique. Donc, Donc voilà, le retour des pavés qui sont toujours là. Grand Prix Uttingen qui avait la victoire de... euh, je sais plus. Tu sais plus, d'accord. Bon, il y avait des pavés, c'était le Non, je disais principal. ça Hein. pour la. Non, je disais ça pour la. Non, c'est la sprinteuse Phoenix. J'étais Ah, mais pour c'est contre Julie Sony dans le Vandevelde, final. non? Jules de Wilde. Avec une magnifique chicane sur les pavés avec des ralentisseurs sur un chemin pavé. Voilà, comme ça permet, ça permet de l'évoquer un petit peu. Bon, je vais juste quand même faire un, un retour sur mes propos. J'ai réussi dès la première question quasiment à inverser Johan et Geoffrey, puisque au moment où Geoffrey parlait, je me suis dit, mais lors du dernier podcast, Geoffrey, en fait, il défendait Tirreno parce qu'il y avait Ah oui, Philippe oui. Ogana et Mathieu Van Der Poel, Ouais. et je vous ai raconté complètement n'importe quoi. Donc, si on remet l'église au centre du village, si on remet les choses dans l'ordre, Johan est resté conforme à ce qu'il pensait avant le départ, à savoir Paris-Nice. Geoffrey est resté conforme à ce qu'il pensait avant le départ, à savoir Tirreno. C'est mieux comme Après, ça. Après, les courses ont ressemblé à ce qu'elles ressemblent d'habitude, donc c'est assez logique Que je m'y perde? Oui, on va dire ça, Non, oui. que nous, on reste sur nos positions. En fait. Oui, oui, aussi, ça oui, c'est... Est-ce qu'on va dire que finalement ça a été plus ou moins conforme à ce qu'on pouvait attendre par rapport au départ, justement? Sur Paris-Nice, le coup de ça pète dans une descente, moi je l'ai pas vu venir. Mais après, c'est une étape où potentiellement il y a des bordures, donc le résultat c'est un peu le même genre de classement. Donc. C'est vrai que cette étape de Berlétan, on attendait les bordures, on attendait peut-être pas que ça pète en descente par contre. Mais moi je crois que c'était des bordures au début, quand je vois les écarts et tout. Bah comme on a pris l'antenne, Mais- c'était déjà Ah oui, tout c'est cassé, on n'a pas tout compris. Mais au final, oui, de ce qu'on a... Apparemment, il y a en comprendre, des commentateurs Eurosport qui n'ont pas compris non plus et qui s'étaient persuadés que c'était des bordures. Mais... Bah oui, vraiment, il fallait prendre l'antenne juste 5 minutes plus tôt et c'était bon. C'est pile poil le mauvais timing pour le coup. Mais bon. Anselme, alors pour le coup, t'étais pas avec nous lors du dernier podcast, donc je vais pas modifier tes propos. Ça, y a pas de souci là-dessus. Qu'est-ce que t'as préféré de ton côté entre Paris-Nice et Tirreno? Bah, moi, je préfère Tirreno. Même si sur le papier, Paris-Nice, il y a des étapes plus sympas. Enfin, l'étape de Nice, c'est toujours un tracé qui est propice à des mouvements et à de jolies courses. Mais après, déjà, entre un contre-la-montre par équipe qui se court, en fait, qui est un contre-la-montre individuel qui se court à plusieurs, ça, c'est un truc que je n'ai toujours pas compris et je ne vois pas l'intérêt. Et Tirreno qui propose des étapes qui font une distance convenable. Et on a vu directement que bah ça avait pas besoin d'être dur dans le final pour que bah les organismes soient usés et donc qu'on puisse se retrouver, s'il vous plaît, avec des étapes qui approchent les 250 km sur les grands tours. Parce que l'étape, le final à Colfiorito, c'était hyper indécis. On s'est sans On ne savait pas qui pouvait gagner. Il y a plusieurs coureurs qui avaient leur chance. On s'est demandé si ça allait sortir, si ça allait regrouper. Puis en plus, au final, c'est Decathlon qui vient chercher la victoire avec Van Dramé. Donc, c'était une chouette étape à suivre. Et personnellement, moi, j'ai pris plus de plaisir à suivre Tirreno que Paris-Nice. Contrairement, autant Tirreno, je faisais en sorte de regarder le direct je revenais sur Tirreno d'abord. Et puis Paris-Nice, je faisais en fonction du temps qui me restait pour regarder. Au final de cette semaine, qu'est-ce que tu retiens sur l'ensemble des deux courses? Bon, visiblement plutôt de Tirreno, puisque tu avais l'air plus concentré sur Tirreno, mais qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qui a été marquant au final? Et ben, ce sera sur Paris-Nice. Ah Pedersen, quand même. Qui, au final, aura fait une course monstrueuse. Parce que, on va dire, c'est la performance de la semaine la plus mémorable, la plus surprenante. Bien au-delà de celle de Ghana, qui pour moi qui était plus attendue que celle de Pedersen.
Voilà, en tout cas, merci Anselme de me flinguer ma question suivante. puisque- Après, je me suis dit, je l'amène et après, j'ai mes notes et je me suis dit, Et puis après, oh vas-y, c'est bon, ouais. on y va, on est lancé. Là, t'as fait comme Ouais. Pedersen, les scénarios, on y va avec ouais, la non, masse, on j'ai tape explosé. dessus, puis voilà. mais oui, parce que je Ah non, mais m'étais... comme ça, tu vois, tu peux dire, ah, intéressant. Et vous, les gars, qu'est-ce que vous en pensez Ah mais non, là, vraiment... on y va avec autant de subtilité que Mats Pedersen. Euh... Alors, j'ai vu que ta remarque Anselme faisait un peu sourire Johan. Qu'est-ce que t'as pensé de Mats Pedersen avant d'élargir un Ah petit non peu la non question? non j'ai bien aimé, mais en fait je comprends pas le projet. Parce que oui, il a gagné une étape, mais en fait il doit gagner une étape en étant moins fort dans l'école. Là, il s'est flingué de la santé dans l'école. Il va arriver à venir sans MO, il aura pas de jus et il va finir 8ème. C'est pas ok, super. Pareil, il a dû progresser a priori un peu, monter dans l'école, tout ça, mais du coup, les classiques pavés, ça va donner quoi? Je sais pas. Peut-être qu'il passera mieux les monts, peut-être pas, j'en sais rien, mais je sais pas c'est quoi l'idée en fait. C'est Il a bien vu la lui météo. Il a vu la météo à la Flèche Wallonne l'année dernière et il s'est dit fou, s'il fait ce temps-là cette année, il faut que je sois bon dans les grandes montées. Ouais, c'est la seule classique accessible en fait. Tu vois. Non, mais après, je sais pas. Ça limite, c'est pas mal qu'ils mettent de côté un peu le côté sprint, parce qu'effectivement, il n'a pas forcément grand-chose à aller rechercher de nouveau là-dessus. Il a gagné des étapes sur les 3 grands tours, de mémoire. Il a porté le maillot jaune, enfin, il n'a plus grand-chose à gagner. Il y a Milan qui est là pour assurer ça sur son équipe. Oui, puis Donc c'est bien. pour le coup cette année, Milan fera le Tour de France et lui Pedersen Voilà. sera plutôt sur le Giro. Donc à la limite, c'est bien qu'il se concentre pas spécialement sur les sprints, mais je vois pas c'est quoi l'intérêt de s'accrocher pour venir faire un top 10 sur une étape d'arriver au sommet dans des conditions météo en plus un peu froides, quoi. Mais bon. Après, c'est beau à voir, hein, c'est chouette, hein, les gaziers qui se défoncent comme ça. Mais... Euh, Geoffrey, toi qui aimes bien de manière générale plutôt les bons gros gaziers et qui aime bien aussi Philippe Ogana, qu'est-ce qui a été le plus impressionnant entre Mats Pedersen qui justement fait quand même 10e à Oron sur une arrivée au sommet en montagne et qui ensuite est échappé quasiment toute l'étape de Nice derrière, et à Tirreno, Philippe Ogana qui vient prendre la deuxième place du général. Qu'est-ce qui a été le plus impressionnant entre ces deux gros Ouais, moteurs, si on peut les comparer? le plus impressionnant pour moi, c'était Mats Pedersen parce que c'était inattendu et ça, il en remettait une à chaque fois et je m'accroche aux autres et je tente de partir dans l'échappée. Enfin, ce niveau de bourrinage débile, c'est magnifique. Et c'est dingue que ça tienne à ce point-là. Parce que Ghana, au final, je m'y attendais presque à ce qu'il soit à un niveau comme ça, parce que ça fait 4-5 ans que je dis dès qu'il aura passé un peu la piste et où il a gagné un peu tout ce qu'il avait gagné, titre olympique, les records du monde, Record de l'heure. enfin, ouais, le record de l'heure, je me suis dit dès qu'il repassera la route, Milan-San Remo, Paris-Roubaix, sur le Giro, ils mettent 4 chronos de 50 bornes et ils font que des montées où c'est 20 km à 4%, il peut les gagner. Donc, Alors, bon, pour le coup, c'est jamais arrivé dans l'histoire, donc c'est que genre les de... organisateurs du Giro fassent des parcours exprès pour favoriser un Italien qui a des Non, alors spécificités vraiment précises. vraiment pas du tout. C'est- C'est Si une année on a que des étapes de montagne avec des arrivées à la Montevergine et tout ça, ouais, on aura une petite idée d'où ça vient. Mais donc non, et puis fini. le plateau aussi était pas non plus monumental sur Tirreno, ce qui permet forcément à un Ghana de s'en sortir un peu mieux. Le parcours était un peu dur sans être extrêmement dur. Donc on va dire pour toi le fait qu'ils finissent comme ça à 35 secondes d'Ayuso et qu'ils finissent devant Tiberi, Derek Guy, Jay Hindley. Sur un Tirreno, c'est pas très surprenant non plus. Non, c'est pas surprenant. Ce serait un Tirreno ou ce serait à la limite le même top 5, mais avec une étape, avec un col de 15 bornes où le cinquième il est à 4 minutes. Là, ouais, ce serait déjà un peu plus impressionnant. Là, en soi, il va tenir sur une montée de 8 km. Quoi. Pour Ghana, j'ai quand même bien aimé déjà son attaque dans le final. Anselme redisait le nom, enfin l'étape de 240 bornes. Et
Et la dernière étape, même s'ils sont pas dans la même équipe, la petite doublette avec Jonathan Milan, Ah oui, les l'esprit bonifs et puis l'inverse à l'arrivée où ça lance le train. l'esprit poursuite, vas-y, je te donne un coup de main et tu me donneras un coup de main. Comme Ouais, ça, ouais, je trouvais ça assez sympa. comme ça, Ghana monte sur le podium, enfin, prend la deuxième place grâce aux bonifications. Donc, ouais, c'est vrai que le petit coup de main, c'est la petite image sympa. Johan Anselm, vous aussi, c'est plus Mats Pedersen qui, qui, qui vous a impressionné particulièrement plus que Philippe Ogana, ou est-ce que vous êtes un peu comme Geoffrey à vous dire que Philippe Ogana, c'est presque logique, on va dire, de le voir finir deuxième de ce Tirreno? Logique de le voir finir deuxième, je sais pas, mais ouais, c'était plus attendu. Et par contre, moi, je suis pas d'accord avec Johan sur le fait que Pedersen, ça servait à rien ce qu'il fait. Je pense qu'au contraire, déjà, ça m'étonnerait qu'il ait plus dû pour San Remo, sachant qu'il y a une semaine entre les deux. Et je pense que c'est des efforts qui lui seront utiles dans le Tour des Flandres ou autre, quand il faudra s'accrocher à Pogacar et qu'il faudra juste penser à appuyer sur les pédales et oublier que ça fait mal. Oui, alors il peut penser à tout ce qu'il veut pour les efforts, pour s'accrocher à Pogacar. À un moment, à part un crochet pour venir accrocher derrière la tige de sel, je sais pas ce que tu. Quand Oui, tu te libères de ton esprit, le corps humain est capable de choses fantastiques. on va dire que C'est le plus simple, c'est peut-être Ouais. de venir se faire tracter littéralement par Mm. Pogacar, hein. Après, peut-être que Non, Mats Pedersen est en train d'éveiller son septième sens et je sais pas ce qui se passe, quoi, mais. non, mais ou alors il peut Mais- anticiper et partir de loin et ça, il aura eu la répétition de faire des efforts Alors, longs. il a déjà fait ça n'a pas marché. Hein. Et bah cette fois, il aura mieux préparé et ça marchera, tu vois. Ou alors peut-être qu'il se dit, peut-être que c'est en faisant Pogacar que je vais réussir à battre Pogacar. Ou peut-être qu'il a vu ce qu'avait fait de Vernès sur Tirreno, il se dit bah je ferai des échappées publicitaires et peut-être ça ira au bout. On sait pas. Par, Tout est par contre, possible. pour la question de la récup d'une semaine, en général, les coureurs qui font un fond Paris-Nice sont pas de jus à Milan-San Remo. Hein. C'est trop dur comme course Paris-Nice. Et même en général, t'as les coureurs qui ont fait juste 3 jours, qui ont abandonné, qui sont très bien à Milan-San Remo. Parce que vraiment, finir Paris-Nice, c'est pas les meilleures idées, en fait. Bon, on aura l'occasion de reparler plus tard de Milan-San Remo, mais du coup, toi, Johan, t'es pas particulièrement optimiste sur la course qui arrive juste samedi pour Mats Pedersen. Tu te dis, il en a trop fait sur ce Paris-Nice, c'était pas forcément nécessaire. Après, s'il y a un groupe de 10, il est dedans et il arrive à piéger tout le monde, voilà, il peut gagner. Mais je vois pas. Déjà, j'ai l'impression je suis pas sûr qu'il ait le meilleur punch de sa carrière et du coup, il partira pas dans la bosse. Ou il aura peut-être pas à suivre les meilleurs dans la bosse. Et après, pour moi, il fait des efforts qui sont. Enfin, Milan-San Remo, c'est une course de fraîcheur. C'est pas. Faut Sauf être en s'il y a de forme la et neige au tout. Tourquino. Ouais, mais alors là, est-ce qu'on est sur ce genre de météo? Ah oui, s'il y a de la grêle et qu'il fait -5, oui, effectivement, il sera très bien, quoi. Ouais, peut-être que l'étape qui a été qui a été en partie neutralisée sur Paris-Nice lui a dit ah oh là je suis bien. Mais bon, dimanche il faisait très beau à Nice et Pedersen il était très fort donc Il prévoit quoi comme temps samedi? On sait pas encore. Si. je suis pas allé chercher ces infos là. Écoute, si tu veux partir à la pêche aux infos en selle, mais pour avoir le petit point météorologique, on parlera de Milan-San Remo à la fin. On verra. Même si bon, il peut encore se passer pas mal de choses d'ici samedi. Ça pourrait être de la pluie. Ah, Dans ce alors que là, vous voulez. 15 Ouais. degrés, hein, ça va. Ouais, bon, allez. Ah, 14 de trop pour Pedersen. Ouais, au moins. Non, mais peut-être qu'il a des dons de voyance, qu'il a prévu que Liège-Bastogne-Liège, par contre, ça soit genre condition Bernardino. Et là, tu vois, il sera bien, tu vois. Après, justement, par rapport à Mats Pedersen, est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté où il est en train davantage de se recentrer sur le côté je mise tout sur les classiques et donc être un peu un gros bourrin qui emmagasine de la force, qui s'est développé beaucoup de force, plus que d'avoir aussi cette pointe de vitesse sur laquelle il peut compter pour aller jouer des étapes. Est-ce que c'est pas un peu ça qu'on est en train d'apercevoir, en tout cas sur le Mats Pedersen qu'on a vu cette semaine? Parce que il a été très fort, notamment en montagne, mais il gagne au sprint, mais de pas grand chose finalement face à Joshua Tarling qui est pas particulièrement connu pour ses qualités de sprinter. Est-ce que c'est pas un schéma qu'on voit se répéter chez beaucoup de
de sprinteurs gaziers qui sont des sprinteurs un peu plus bourrins et qui ont plus de mal dans les sprints massifs, qui éventuellement ont parfois au punch sur leurs jeunes années, mais avec le temps perdent en pointe de vitesse et se transforment vraiment en gros coureur de classique. Bon, lui, il a toujours été un coureur de classique, mais Oui, on avait commencé par le voir là-dedans, hein, parce que c'était notamment le Tour des Flandres. de Flandre. Ouais, je sais plus quelle année avec le maillot de champion du Danemark qui s'était révélé. Mais bon, on va dire pour toi, Geoffrey, c'est une évolution logique dans la carrière de Mats Pedersen. Bah, je l'ai jamais vraiment vu comme un pur sprinter, Mats Pedersen, même s'il a une forte pointe de vitesse. Donc, ça me surprend pas plus que ça. Enfin, qui se tourne vraiment plus vers les classiques. Ce qu'il a fait quand même cette semaine, le top 10 à Oron. Oui, ça c'était plus dur à prévoir. Ça, je veux bien Il y avait deux reconnaître. possibilités. Tu dis Mats Pedersen, il fait top 10 à Oron. Bon, déjà, je veux voir le profil de l'étape. Là, effectivement, ça a été quand même simplifié par rapport à ce qui était prévu. Et en deuxième, je dis, il était dans l'échappée matinale, il l'a tenu. Non, bah du coup, il y a eu de la neige. Non plus. Enfin, alors si. Ouais, enfin, Il y a eu de il y la a eu neige. de la pluie, il faisait 3 degrés, mais une fois qu'ils étaient sur la fin. Mais oui. Il commençait à tomber des flocons à 1,5 km de l'arrivée, disait Thomas Vauclair. Les limite plus neige était à ce niveau-là, mais pas de quoi vraiment gêner les coureurs. Après, c'est vrai que pour le coup, on peut quand même signaler, notamment, enfin en tout cas sur cette étape, après tout l'imbroglio qu'il y avait eu sur l'étape justement sur l'étape de la Loge des Gardes, qu'on s'est retrouvé sur l'étape du samedi à supprimer la descente qui était prévue de la Colmiane, je crois que c'était, pour éviter justement de se retrouver avec la descente qui risquait d'être faite sous la neige. Ça, au moins, ça a été anticipé. Voilà, c'est toujours. C'est aussi bien de dire les choses qui se sont bien faites. Et ça a été apprécié aussi de la part des coureurs de cette anticipation de la part des organisateurs. Mais même sans la neige, hein, le profil était tellement moche qu'il fallait y faire quelque chose de toute façon. Ouais, je pense qu'on pouvait difficilement faire pire que le profil de l'étape qu'on a eu au final. Hein. Vraiment. Si, t'aurais pu le faire sans les petites bosses au départ. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors là, ça aurait été vraiment terrible. Geoffrey, Johan, est-ce qu'il y a autre chose qui vous a marqué sur cette semaine, que ce soit sur Paris-Nice, sur Tirreno Adriatico? On a beaucoup parlé de Mats Pedersen qui a pas mal retenu votre attention, mais est-ce qu'il y a autre chose en particulier avant qu'on évoque les cas des vainqueurs de ces deux courses? Les étapes de 240 bornes, c'est bien. Oui, en intensité, sur le moment, c'est pas ce qu'il y a de plus, mais ça change tellement la dramaturgie de ce qui se passe dans le final. Quoi. Et ça, c'est bien toi qui l'avais dit la semaine dernière. C'est bon, je me suis remis les idées en place. Tu peux élargir à la semaine dernière, hein, le vélo c'est un sport d'endurance, donc ouais, si tu veux regarder en permanence, clairement, tu as beaucoup plus l'occasion de t'ennuyer dans une étape de 250 bornes que dans une étape qui en fait 110, mais en termes d'impact physique sur ce que ça donne sur les coureurs. Et puis c'est aussi le côté où on aurait eu ce final-là avec 100 km de moins. Il se passait rien. Il se passait rien. Je voyais ne serait-ce que sur le forum beaucoup de pronostics, beaucoup de monde sur la partie pronostic qui attendait plus ou moins un sprint massif. Moi je voyais quand même 240 km, j'ai écouté Geoffrey, je me suis dit les Jonathan Milan, les Sam Bennett, ils vont pas passer. Hein. Et ça a été le cas. Donc Mais par rapport à ce qu'on évoquait, même pour la sécurité dans le final d'une étape, hein, ça devient compliqué, les approches de finaux de course. Mais des étapes de plaine de 250 bornes, bon alors, faut prévoir large si elle est diffusée à 100%, et puis t'as beaucoup plus grosse amplitude sur leur potentiel d'arrivée selon le rythme des coureurs, mais t'as pas mal d'équipiers qui auront fait leur journée, qui seront à chaise, t'as moins de monde qui va chercher à frotter dans le final. Et... Oui, c'est sûr qu'il y a moins d'énergie. c'est sûr que c'est moins le bordel après 6 heures de course bien dur que 3h30 plutôt tranquille. Ça, c'est toujours bien à rappeler. Johan, est-ce que tu as autre chose de notable, de marquant sur cette semaine? Moi, j'ai adoré Florian Lipovitz chez Bora, qui, je trouve, est vraiment devenu un vrai leader, qui se place comme il faut, qui fait comme il faut, qui fait la course, qui même joue la course en voulant gagner, quoi, et pas juste défendre sa place. Qui m'a fait vibrer toute la semaine, que j'ai trouvé hyper chouette dans la position dans le peloton, dans la position dans les attaques.
Et vraiment, le meilleur de la Bora, le côté équipe dynamique, où il se passe des choses, vraiment, il est en plein dedans et c'est hyper agréable à voir, quoi. Ah, c'est vrai, ouais, Florian Lipovitz, on l'avait vu émerger tout d'un coup sur le Tour de Romandie, je crois, l'année dernière. On s'était dit, ouais, d'où est-ce qu'il sort? Alors c'est vrai que c'est le genre de profil un peu atypique, il s'est mis au vélo assez tard, à 20 ans seulement, lui qui vient à la base du biathlon. Bora, ils vont avoir que des skieurs après, au bout d'un moment. Ah ouais, entre Roglic, entre Lipovitz, Ah, j'ai plus son nom, celui qui vient du ski alpinisme. Mais ouais, il y a pas mal de profils un peu atypiques du côté de la Red Bull Bora-Hansgrohe. Donc c'est sûr que forcément ça fait ce genre de coureur un peu maturation lente. C'est toujours sympa aussi de voir des évolutions différentes en fonction des coureurs, en fonction des parcours. Et donc c'est Anton Palzer qui vient du ski alpinisme chez Red Bull Bora-Hansgrohe pour la précision. Bon, du coup, Johan, t'as évoqué Florian Lipovitz qui a pris donc la deuxième place de Paris-Nice à 1 minute 15 de Matteo Jorgensen. Il y a 10 jours, je crois que c'était Geoffrey qui demandait est-ce qu'on va avoir le plus grand écart au 21e siècle sur Paris-Nice? Bien, la réponse est oui, puisqu'il faut remonter à 1995 pour avoir un écart plus important entre le vainqueur et son dauphin sur Paris-Nice. 1995, c'était 1 minute 40 entre Laurent Jalabert et Vladislav Bobrick à l'époque. Donc pour évoquer un peu les coureurs qui ont remporté ces deux courses en question, dont on parle dans ce podcast, à savoir Paris-Nice et Tirreno Adriatico, il y a un point commun qu'on peut noter, c'est que, alors, Matteo Jorgensen, il avait déjà gagné l'an dernier Paris-Nice, certes, mais aussi si on regarde sur les années passées, eh bien, Paris-Nice et Tirreno Adriatico, sur ces 4 dernières années, ont toujours été remportés par Visma Leasebike et par UAE Emirates. Ça se partage ces deux courses, un coup à toi, un coup à moi, mais il y a sur ces 4 dernières années, ça a toujours été Visma d'un côté, UAE de l'autre. Est-ce que c'est un petit peu le symbole que depuis ces quelques dernières années, là, ces 4 dernières années en tout cas, que ces deux équipes sont au-dessus du reste du peloton et qu'elles sont presque, on va dire, intouchables sur ce genre de course par étape montagneuse d'une semaine au moins? Ouais, même sur des plus longues qu'une semaine. Hein, Oui, c'est pour ça que j'ai précisé au moins ça. Non, puis ces deux équipes qui écrasent tout assez souvent depuis qu'il y a eu la coupure avec le Covid. Et depuis ce temps-là, non seulement elles ont des coureurs capables de gagner, mais en plus elles accumulent des coureurs capables de gagner ce type d'épreuve. Donc ça, forcément, quoi, ça amplifie le fait que ces équipes-là gagnent très souvent. Elles ont des gros budgets aussi par rapport aux autres, ce qui permet d'accumuler plus de monde. Enfin, le World Tour se coupe de plus en plus entre ses meilleures équipes, qui sont largement au-dessus du reste, et les autres qui sont là, mais qui n'ont pas les moyens de rivaliser avec ces formations-là. Anselme, est-ce que tu es d'accord avec ce constat que de plus en plus, ces très top équipes, on va dire, en l'occurrence Visma Leasebike et UAE, se détachent et sont détachés du reste de la hiérarchie? Oui, bah, tout à fait. Et je pense d'ailleurs que c'est assez révélateur du cyclisme actuel et du fait qu'il y a ces deux équipes. Et on va dire, on peut mettre Red Bull et 2-3 qui, on va dire, surnagent. Et puis il y a les autres derrière qui ont plus de mal. Et je pense qu'on est dans pas une pente glissante, mais où ça va être de pire en pire si ça reste comme ça. Donc toi, t'as ce côté où tu te dis c'est un peu dommage que un petit groupe d'équipes, là en l'occurrence deux, si on regarde uniquement Paris-Nice Tirreno, un petit groupe d'équipes se partagent les principales courses du calendrier, en tout cas pour les classements généraux sur les courses par étapes, où il faut pas être aussi alarmiste que ça non plus. Ah si, bah c'est pas que c'est dommage, c'est que ça nuit à l'intérêt du cyclisme en général. Yoann, qu'est-ce que tu penses toi de tout ça, de cette situation, du fait que on a pour la 4e année Paris-Nice et Tirreno qui sont remportés soit par un coureur de la Visma, soit par un coureur du AE.
Avec aussi, comme le disait Geoffrey, le fait que même chez UAE, c'est pas que Pogacar peut gagner, puisque là, cette année, c'est Juan Ayuso qui s'est imposé. Oui, mais Reynoso avait déjà gagné des courses par étapes aussi. Ah, tout à fait. Je trouve que de toute façon, il faut être alarmiste à long terme. Après, à court terme, là, c'est aussi une question. Enfin, si tu regardes le premier Visma à Tirreno, c'est Simon Yates, c'est 14e. Si tu regardes le premier UAE à Paris-Nice, c'est Almeida, il est 5 6e, je sais plus. 6e, ouais. En se faisant marcher dessus la moitié de la semaine. Donc, il y aurait eu Skelmose qui aurait pas abandonné, il aurait fini sur le podium. Enfin, je trouve pas que sur cette semaine-là, ça a été aussi marqué, aussi catastrophique que ça. T'avais Vingegaard et Jorgensen qui étaient très vite tout seuls dès que ça montait. Enfin, il y aurait une étape de montagne un peu plus dense. Enfin, Jorgensen, sans soit dernière étape par Nice, c'était tout seul. Il y a un problème de concentration des équipes, il y a des problèmes de gros budget. Je trouve pas que sur cette semaine ça a été si marqué que ça. C'est juste qu'il y a des coureurs qui sont forts, qui sont dans les meilleures équipes et qui gagnent les courses. Mais je trouve pas qu'il y ait eu des dominations d'équipes aussi franchement marquées non plus. Ok, donc on va dire, si là je lance un peu ce sujet, c'est plus par le côté la statistique de la 4e année de suite que par l'impression de domination qu'on a pu voir sur cette semaine. Pour toi, aussi bien Jorgensen à Paris-Nice que Ayuso sur Tirreno était prenable. Jorgensen était prenable vaguement. On n'aurait pas fini à Nice, je pense qu'il était prenable, mais là il était sur ses routes, il connaissait les routes. Non, mais je pense que c'est vrai. Ayuso, après, dans le contexte de comment la course était typée, c'était un peu plus compliqué, je pense. Où il aurait vraiment fallu le piéger sur, je sais pas, une étape de vallon, j'en sais pas trop. Il n'était pas forcément très prenable, mais en tout cas, typiquement, je trouve que l'écart sur Paris-Nice reflète pas du tout la course de Jorgensen. C'est vraiment un écart de contexte où machin a abandonné, lui il a abandonné, il y a eu ça qui s'est passé. Et au moment, il y a une cassure, et du coup, ça a créé des écarts, mais typiquement, il gagne aucune étape. Oui, il y a une domination générale de certaines équipes dans le peloton et ça se retrouve dans les résultats, mais ressenti, je trouve pas qu'il est aussi présent là cette semaine, quoi. Il gagne aucune étape, mais il y a le chrono par équipe quand même qui le met lui et Vingegaard, les deux en première position, et Oui, ça mais c'est induit pas... forcément un sentiment sur le ressenti qu'on peut avoir de l'extérieur, et pour certains coureurs aussi de se dire ah merde, quoi, il y en a deux qu'il faut aller déloger de cette première place. Bah, après, c'est aussi à cause du format du chrono et de mettre une bosse à la fin et tout ça, hein. Donc ça joue aussi, hein. Et toi justement, Geoffrey, est-ce que t'as trouvé Jorgensen plus prenable par exemple que Juan Ayuso sur cette semaine? Si on prend sur ce qu'on pouvait attendre de la course avant que ça ait lieu, je voyais Ayuso vraiment favori Tirreno et Jorgensen peut-être un peu moins par rapport à Vingegaard. Maintenant, les circonstances de course font que à aucun moment je l'ai senti vraiment inquiété, Jorgensen. Oui, Il perdait pas spécialement de temps, mais il en avait pris un peu avant. Parce qu'enfin, on va dire, si on fait le bilan de la semaine de Jorgensen, il prend de l'avance, il prend une trentaine de secondes d'avance au moins sur le chrono par équipe. Ensuite, il élimine beaucoup d'adversaires sur les cassures vers Berlétan. Ensuite, Ouais, mais déjà avant ça, à la Loge des Gardes, il est loin d'être dégueu. La Côte Saint-André, il fait partie des meilleurs. oui. C'est-à-dire, avant même l'étape de Berlétan, son premier adversaire, il est à une quarantaine de secondes quasiment. Et sur Paris-Nice, c'est énorme, 40 secondes. Ouais, c'est Lipovitz qui a 36 secondes. Ouais. Ensuite, Almeida à 40, Martinez à 55, Skelmose 57. Donc oui. Voilà, ouais, les circonstances de l'étape de Berlétan l'ont aussi favorisé, mais il m'a vraiment pas semblé en danger pendant toutes les preuves, quoi. Je le voyais pas nécessairement gagner, parce que avant qu'il y ait l'incident avec Vingegaard, je le voyais faire deux derrière Vingegaard. Oui. Mais du coup, ça fait que ça va dire presque attendu, entre guillemets, après l'abandon de Vingegaard. Dès qu'on sait que Vingegaard a perdu, ouais, pour moi, c'était bon pour Jorgensen, alors que de l'autre côté, il y a des circonstances de course aussi, le fait que Ayuso se montre pas plus que ça avant l'étape de samedi sur Tirreno. J'avoue que d'un côté, j'y croyais presque encore un peu pour Ghana avant de vite retomber à la réalité. Mais non, la Visma était vraiment au-dessus pour moi.
C'est vrai que pour juste l'étape de l'arrivée au sommet sur Tirreno, Philippe Ogana il perd quand même 50 secondes sur Juan Ayuso, plus les bonifications, ça fait quand même un petit pécule important. Mais oui, Juan Ayuso qui s'est imposé en solitaire à l'arrivée au sommet à Frontignano. Euh, Toi, Anselme, qu'est-ce que tu retiens particulièrement de la course de Jorgensen et de la course de Juan Ayuso? Est-ce que leur domination, elle a été particulièrement marquée pour toi ou pas? Jorgensen, plutôt, ouais. Il y a la loge des gardes où il est quand même en deçà on va dire, des plus purs grimpeurs. Parce que c'est le seul, on va dire, col et fort à peu près long qu'il y a eu. Et d'ailleurs, c'est le seule étape où Almeida est vraiment à son niveau, on va dire. Et sur la dernière étape aussi, il était, enfin, je veux dire, en difficulté. Tu un moment dans le col des 4 chemins, on voit que Gall le lâche et c'est c'est ce qui m'a fait dire que peut-être que sur un grand tour en haute montagne, dès qu'on arriverait sur des pourcentages vraiment durs, il serait pas à sa place. Mais sur une course comme Paris-Nice, qui est quand même une course, même s'il y a de la montagne aujourd'hui, ça reste une course pour costaud. Et je pense que il a le profil idéal un peu. Et de toute façon, à partir du moment où Vingegaard n'était pas là, on l'a jamais senti vraiment. Enfin, on n'a jamais senti qu'un autre coureur pouvait prendre sa place. Ayuso, lui, il était plus, j'ai envie de dire, enfin, une sorte de maîtrise. Il s'est jamais vraiment affolé. Il savait que avec l'étape de Frontignano, c'était là qu'il devait faire la différence. Et puis il l'a fait à ce moment-là. Il est suffisamment bon en chrono pour que, même si Ghana lui reprenait du temps sur la dernière étape, pas sur la dernière étape, sur la première étape, pour que derrière il puisse refaire son retard. Donc Et non, puis au final, Juan Ayuso, il perd du temps sur Ghana sur le chrono inaugural, mais il perd du temps que sur Philippe Ogana, quoi. Il est deuxième du chrono. oui, L'an dernier, il avait remporté ce chrono. Donc il maîtrise aussi cet exercice, quoi. Il perd 23 secondes sur 11 km 500, mais tous les ouais, coureurs, tous les autres sont derrière. à la limite, c'est Jorgensen était peut-être. Enfin, je le voyais plus perdre qu'Ayuso dans le sens où, avec tout ce qu'il y a eu autour de Paris-Nice en termes de conditions météo, la course qui a été à un moment arrêtée, tout ça, c'était, on va dire que là où il pouvait y avoir le plus d'éléments extérieurs qui venaient perturber le déroulé de la course. Mais sinon, sur le plan purement sportif, je pense que les deux étaient suffisamment au-dessus et sur d'eux pour que il n'y ait pas vraiment eu de doute sur leur capacité à gagner la course. Mhm. Un peu le côté où la victoire d'Ayuso, elle a été assez linéaire aussi par rapport aux étapes qu'on a eues sur Tirreno, alors que la victoire de Jorgensen, il y a eu un petit peu plus de doute, un petit peu plus d'animation. On peut le résumer comme ça globalement, puisque autant Ayuso n'a perdu du temps que sur le chrono seulement sur Ghana, autant Jorgensen a perdu un peu quelques secondes sur les premières arrivées au sommet, à la Loge des Gardes, à la Côte Saint-André aussi, sur Lenny Martinez. Donc ça n'a pas été, ça a pas été tout linéaire, ça a été un peu plus serré, davantage que ne le montre le classement général, on va dire, pour Jorgensen. Ouais, et puis après, et puis en plus, c'est surtout que Paris-Nice, le profil permettait plus facilement de faire des écarts avec des arrivées, on va dire, très dures où même la côte Saint-André, c'était tellement pentu qu'il suffisait que tu du mal à 10 mètres de la ligne et tu prenais facilement 2-3 secondes. Euh, Il y a eu des cassures, toutes les étapes étaient, on va dire, casse-pattes, là où sur Tirreno, c'était pareil, des finaux un peu plus classiques, enfin vraiment pour sprinter. Et donc, forcément, c'était moins propice à faire des écarts. Même l'arrivée là sur l'étape de 240 bornes, au final, on sait que ça élimine beaucoup de coureurs, mais les prétendants au général, ils restent là et c'est pas propice forcément à faire des écarts. Donc c'était autant pour la victoire d'étape, c'était sympa, mais effectivement derrière c'est moins propice à beaucoup de mouvements au classement général.
Alors après, je m'étais noté une question pour finir là-dessus, une question sur Mato Jorgensen. Alors évidemment, Anselme a déjà répondu pour sa part à cette question. Je vais la poser pour Johan Geoffrey. Arrête de me donner les trames avant. Ouais, bah du coup, je vais te laisser à chaque fois dans l'inconnu. Je vais te dire, tiens, aujourd'hui on parle de Milan-San Remo, puisque t'as regardé la course. Non, plus sérieusement, Geoffrey, par rapport à Matteo Jorgensen, est-ce que là, le fait qu'il ait remporté à nouveau Paris-Nice, avec en plus une marge assez conséquente, et la façon avec laquelle il a remporté ce Paris-Nice, après avoir pris le relais de Vingegaard après l'abandon du Danois, est-ce que ça peut prouver, montrer que Jorgensen peut être un leader de rechange intéressant chez Visma, ou faut pas se laisser berner entre guillemets par le fait que Paris-Nice c'est peut-être la course qui lui convient parfaitement au calendrier? Tu dis leader de rechange, je veux dire sur quel type d'épreuve? Sur les courses Sur par d'autres étapes en montagne. Sur d'autres épreuves d'une semaine, oui, pourquoi pas. Bon, sur des classiques en soi, il a montré que là aussi. Sur le Tour de France, non. Ouais, donc la limite c'est le grand tour pour toi, pour Jorgensen. Ouais, là, ça ferait beaucoup trop de montagnes, beaucoup trop d'épreuves plus longues. Et puis, enfin, sur les grands tours, ouais, je le vois bien gagner des étapes, Mais pas plus. je l'imagine pas en tant que leader dans une équipe. Après, il a que 25 ans, mais là, paradoxalement, c'est devenu compliqué de se dire peut-être que s'il change d'équipe, qu'il va sur une autre et qu'il devient leader, mais enfin, il serait face à des armadas telles que faudrait qu'il soit à la tête d'une autre armada. Mais quelle armada voudrait dire je veux Jorgensen comme leader? Ouais, c'est le côté où quand t'as une armada, Jorgensen c'est un très bon coureur pour être le dernier, l'avant-dernier maillon avant ton leader, plus que Bah, d'être le leader. c'est ça, quoi, sauf si il est dans une armada qui écrase la course et qui a deux coureurs meilleurs que lui qui sont sur les freins en montagne pour faire gagner le coéquipier. Ça s'est déjà vu. Toute ressemblance avec un Américain. Et puis bon, Matteo Jorgensen est un petit peu plus massif, on va dire, que Sepp Kuss. Mais Johan, qu'est-ce que tu en penses pour le futur? Est-ce qu'on peut envisager pour Matteo Jorgensen Peut-être qu'un jour il sera sur le podium du Tour de France. Après, effectivement, il n'a pas le niveau pour rivaliser avec les monstres qu'il y a actuellement sur les grands tours, mais en même temps, t'as des Tao Gegenhardt qui ont réussi à gagner des Giro, donc il n'y a pas de raison qu'ils puissent pas gagner un grand tour ou les grosses courses un peu partout sous le calendrier, les classiques. Ça dépend des circonstances, quoi. Bah, il est pas vraiment moins mauvais qu'un Geraint Thomas, par exemple, en soi. C'est quoi? Ça, C'est juste tant qu'il va être face à Pogacar, et même Evenepoel, Roglic, ça va être trop haut pour lui. Bah, Roglic, au bout d'un moment, il aura 45 ans, donc c'est ce qui va. Il sera plus là, mais effectivement, confrontation directe face à Vingegaard ou Pogacar ou Evenepoel, il peut pas lutter. Probablement qu'il y en aura un ou deux autres qui vont traîner après plus tard et sur lesquels il pourra pas lutter non plus, mais après, il n'y a pas de raison de pas réussir à se construire un très beau palmarès et de gagner plein de belles courses. Bon, ouais. Il y a de quoi faire en tout cas, puis déjà, ne serait-ce qu'avoir remporté deux Paris-Nice, en plus deux Paris-Nice consécutifs, c'est pas rien. Non, mais en vrai, quand on pense que Sepp Kuss a remporté la Vuelta, franchement, il y a tout qui peut se passer. Alors, désolé, mais Ah, et il peut se passer beaucoup de choses, ouais. Il y a pas mal de choses qui sont difficiles à anticiper, donc on va pas forcément dire que Matteo Jorgensen il remportera pas telle ou telle course. Écoutez, on verra bien. Euh, pour finir sur le bilan de cette semaine avec Paris-Nice, Tirreno Adriatico, un mot quand même sur nos coureurs français, avec notamment celui qui a remporté une étape, c'est Lenny Martinez qui s'était imposé sur la 5e étape de Paris-Nice à la Côte Saint-André. Une arrivée que Johan attendait avec impatience de découvrir enfin sur une course professionnelle. Cette victoire de Lenny Martinez, qui est aussi sa première victoire au niveau World Tour, et aussi sa première victoire depuis qu'il a rejoint l'équipe Bahrain Victorious, est-ce que ça marque un passage important dans sa carrière, ou non, c'est juste la continuité logique pour Lenny Martinez? bah après, est-ce que vraiment c'est quelque chose dont on se dit il n'aurait jamais fait ça chez FDJ? Voir est-ce que déjà l'an dernier il pouvait pas gagner des choses dans ce genre-là, donc
moi, je trouve pas qu'il y ait de gap. Le gap, chez limite, je le trouve plus sur les autres arrivées au sommet où il met des grosses attaques, il est capable de lâcher les autres campeurs. Je trouve que c'est plus marquant pour son évolution que là d'avoir gagné en puncher, alors ce qu'il a déjà fait beaucoup de fois l'an dernier, de coups de je gagne un peu en grimpeur classic man, une belle étape. Il a plus gagné des classiques, mais je trouve justement qu'il est toujours un peu dans le côté. Oui, il peut être très bon sur une journée, mais est-ce que ça donne sur l'enchaînement des journées? Pour l'instant, ça n'a toujours pas été confirmé comme une évolution. Donc après, on est en mars, donc à la limite, on s'en fout un peu. Mais, Après, c'est vrai mais que tu notes un point qui est aussi intéressant, j'ai noté, j'étais presque un peu étonné de voir que Lenny Martinez, il a pas mal gagné chez Groupama, mais il a jamais gagné auparavant lors d'une course par étape. C'est-à-dire qu'il a toujours gagné sur une course d'un jour, que ce soit au Mont Ventoux, la Mercantour, le Trophée Laigueglia, Besançon, le Doubs. À chaque fois, c'était des courses d'un jour, c'était jamais sur une course par étape. Et là, enfin, c'est le cas sur une étape d'une course par étape. non, mais en fait, Martinez, c'est un super Ivan Sosa, tu vois, mais c'est pas. Et Parce qui a du que mal dès que ça grimpe pas. qui a du mal, le vrai courant à la Euskaltel, c'est genre Euskaltel l'année 2000 où ils se prennent des 8 minutes dans des bordures. Allez, vas-y, tu vois, ça c'est beau. Non, mais sa marge de progression à trouver pour lui, c'est quand même les courses par étapes et de réussir à faire des classements géants. On savait qu'il pouvait être un des meilleurs grimpeurs du monde, on savait qu'il pouvait grimper très fort, gagner des trucs. Donc après, là, pour l'instant, ça change pas le schéma. Ça confirme qu'il a bien encaissé le changement d'équipe et qu'il est capable d'être fort dans sa nouvelle équipe. Mais après, ça donne pas une évolution particulière par rapport à ce qu'il était avant. Geoffrey, est-ce que tu es sur la même longueur d'onde que Johan à dire que au final c'est logique et c'est quelque chose qu'il était déjà en mesure de faire plus ou moins chez Groupama, que c'est dans son évolution cohérente pour Lenny Martinez? Bah, si tu m'évoques un coureur de Groupama qui est capable de briller sur une étape, une fois de temps en temps gagner des trucs, mais malheureusement pour le classement général, il y a un truc à un moment qui va déconner, il va perdre un quart d'heure, enfin il va finir un quart d'heure, ça. Il y a eu du précédent, donc ça. Non, plus sérieusement, ouais, la différence par rapport à ce qu'il a fait l'année dernière, c'est peut-être qu'il l'a fait face à comment dire, un niveau plus élevé face à lui, si on compare par exemple avec des Coupes de France, même s'il avait su se montrer costaud sur la Vuelta, par exemple. C'est bien pour lui qui gagne. Maintenant, oui, sur le classement général, bah, malheureusement, il a rien prouvé, parce que il termine quand même assez loin. Oui, au final il finit 24ème du général parce qu'il a perdu beaucoup de temps sur l'étape de Berlétan. Il perd, c'est quoi, c'est 9 minutes à peu près. Donc Ouais, Oui, mais aussi. il termine pas à 9 minutes, il termine à 18 minutes, donc il n'y a pas eu non plus une remobilisation pour rester concentré et rester présent, ce qui est important sur un classement général. c'est vrai que C'est c'est vrai qu'il perd aussi 8 minutes sur la dernière étape, où pour le coup on l'a pas vu. bah, mais là je pense pas que c'était physique, je pense que c'était un manque de motivation et de continuer à se battre, même si c'est pour une place assez loin, parce que c'est pour quelqu'un d'aussi jeune, c'est du travail qui se fait pour la suite. Euh, Comment dire, quand on voit qu'un Aurélien Paré-Peintre ou un Guillaume Martin perd 10 minutes de moins que lui sur toute la semaine, pas, c'est pas génial si on compare côté français. Quitte à regarder vraiment côté français, à se montrer impressionné par quelqu'un sur l'ensemble de la semaine, alors certes, il n'y a pas de victoire, mais c'est ce qu'a fait Champoussin, par exemple. Ouais, qui fait 7ème du général, à 3 secondes de Joao Almeida, qui est Champoussin, qui est aussi deuxième sur l'étape que remporte Lenny Martinez. Pour Champoussin qui fait ses débuts chez Astana, pardon. Parce qu'il n'avait pas été énormément réussi chez Arkea, justement. On va dire peut-être pour Champoussin, c'est peut-être lui de sa part le côté enfin trouver un petit peu de régularité. Où on savait qu'il pouvait être très bon par moment et que la régularité lui manquait un peu, aussi bien chez AG2R que chez Arkea. Et que là, peut-être sur ce début de saison, il est en train de le trouver chez Astana. Sur des petites courses, quelques jours, après c'était sur le niveau plus bas, mais il avait quand même réussi à montrer des trucs. Maintenant, il faut qu'il s'installe dans la durée et voir ce que va donner. Après, il profite aussi de l'excellent début de saison de l'équipe Astana. Comment on va tenir l'équipe après, il y a une inconnue là-dessus, mais
Mais qui t'a parlé vraiment, enfin, j'évoquais Champoussin juste par rapport à ce qu'on évoquait sur les Français. Certes, il n'a pas gagné, la victoire forcément marque plus, mais en termes d'informations à prendre pour la suite, que ce soit la suite de leur carrière respective ou la suite de la saison, je trouve qu'il y a des choses plus rassurantes chez Clément Champoussin que chez Lenny Martinez. Ok. Anselme, toi, est-ce que c'est Lenny Martinez qui t'a le plus marqué cette semaine dans l'ensemble, côté français, aussi bien sur Paris-Nice que sur Tirreno Adriatico, ou est-ce que tu citerais un autre nom, comme vient de le faire Geoffrey, justement? Je vais citer un autre nom pour du positif et du négatif. C'est Arnaud Desmar, qui sur la première étape m'a De Paris-Nice. agréablement surpris. Oui, Paris-Nice. J'imagine que nos auditeurs savent où courait Arnaud Desmar. Mais, Ça fait pas de mal de le préciser, quand même. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, sur Paris-Nice, où mon Tim Merlier, c'est clairement 2 jambes au-dessus de tous les autres. Mais Arnaud Desmar, qui est globalement le gars qui sait pas trop se placer, qui a du mal à se placer généralement, là, il s'est débrouillé un peu tout seul pour au final faire un super sprint et venir chercher la 2e place. Donc j'étais très content de cette place-là. Et derrière, sur la 2e étape, où je me dis qu'il a enfin trouvé la confiance, il est idéalement placé à 250-200 mètres de l'arrivée. Et sauf qu'il fait l'erreur d'attendre que ça lance de derrière et il se retrouve enfermé. Je crois que c'est par Pedersen, enfin Merlier et Pedersen, et il peut pas sortir de la roue de Zingley. Et il se retrouve à faire 7e, alors que je suis sûr que s'il sortait, il anticipait 1 seconde plus tôt, il faisait 2e, si ce n'est mieux. Donc Alors, c'est ce qui m'a marqué moi sur ce Paris-Nice des Français. J'espère que sa première étape lui donnera un peu de confiance, mais la 2e me fait douter. alors, pour le coup, c'est vrai que j'avais pas mal noté, justement, aussi le placement d'Arnaud Desmar, justement, sur ces 2 premiers sprints de Paris-Nice. Sur le premier, je suis d'accord avec toi. Sur le deuxième, je rajouterais juste en précision que il revient assez fort de l'arrière par Miles Scotson, justement, dans le dernier kilomètre, et que j'ai l'impression qu'il doit perdre pas mal d'énergie dans ce dernier kilomètre, à se placer, à être un peu le nez dans le vent, pour ensuite finir par récupérer la roue d'Axel Zingley. Et peut-être que c'est ça qui fait qu'il n'avait pas eu les jambes suffisantes pour déboîter Zingley avant de se faire coincer par Pedersen et Merlier. Ouais, c'est peut-être que ça joue. Mais, C'est peut-être ça que je rajouterais pour nuancer un petit peu sur un autre démarre. Mais c'est vrai qu'en tout cas, une victoire lui ferait du bien, mais c'est pas la première fois depuis le début de saison qu'il pense qu'il en est pas loin. Ça, on l'avait vu déjà, je crois que c'était la 2e étape à Bessèges, où aussi il s'était bien battu en termes de placement tout seul, déjà, et il avait fini sur le podium. Donc il y a peut-être un petit peu de choses encourageantes pour Arnaud Desmar à ce niveau-là, même si on n'est pas sur un train de ces années prime Groupama FDJ non plus. Est-ce que avec tout ça, il y a des coureurs autres que Lenny Martinez, Clément Champoussin, Arnaud Desmar qui vous ont tapé dans l'œil un peu, ou qui vous ont peut-être aussi déçu, je sais pas, sur cette semaine, parce que si je fais la liste aussi, on a d'autres podiums de coureurs français. On a Emilien Janière sur la 2e étape justement de Paris-Nice, on a Clément Champoussin qui était 2e de la 5e étape à Paris-Nice également, et 2 podiums aussi de 3e place du côté de Tirreno Adriatico, avec Paul Penouet sur la 2e étape et Romain Grégoire sur la 3e, histoire d'être un petit peu exhaustif. Et Tirreno Adriatico, où le meilleur français c'est Kevin Vauquelin qui a pris la 12e place du classement général. Est-ce que Ah ouais, si, justement. Ah, vas-y, Anselme. Kevin Vauquelin, Vauquelin. t'as quelque chose à dire? Ouais, bah chouïa déçu. Je pensais qu'il aurait pu faire mieux sur l'étape de Frontigiano. Et parce qu'il avait fait un bon chrono, il est 10e. Alors c'était pas forcément le chrono de sa vie, mais on va dire que c'était correct, ça le plaçait bien. Et on l'a vu en plus sur les autres étapes, sur les arrivées, essayer de suivre les coudes, plutôt offensif. Et finalement, sur l'étape de montagne, c'est un peu, bon, je vais pas dire troué, mais il a bien reculé. Donc
petite déception. Je pense que le top 10 au général était jouable. Il est à 20 secondes. Il finit à 20 secondes, un peu moins de 20 secondes de 14 secondes, Cataneo. ouais. 14 secondes précisément. Donc, petite déception pour moi. Ouais, c'est sûr que c'était pas trop loin. Bah, il fait, en termes de place, il fait moins bien que l'année dernière, puisqu'il avait fini 10ème justement dans le top 10 l'année dernière. Mais plus proche en temps, puisque le classement général est dans son ensemble beaucoup plus resserré que l'année dernière sur Tirreno Adriatico. Donc Kevin Vauquelin qui est premier français au classement général, qui était 21ème de l'arrivée au sommet, qui n'était pas premier français, puisqu'il y avait Valentin Paré-Peintre qui avait fini quelques places devant. Valentin Paré-Peintre qui était là lui pour épauler Mikel Landa du côté de la Soudal Quick-Step. Mikel Landa qui, au grand désespoir de nos amis supporters basques, n'a pas réussi à remporter cette étape et finit 7ème du classement général. Voilà, avec tout ça, on a pas mal parlé des courses qui ont eu lieu cette semaine avec Paris-Nice et Tirreno Adriatico. On a pas mal débroussaillé les différents sujets. On n'a pas évoqué tout non plus. Par exemple, on n'est pas allé très en détail du côté des sprinters avec la double victoire de Tim Merlier, double victoire de Jonathan Milan, sans beaucoup de concurrence non plus, il est vrai. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas montré que la concurrence était en mesure de les embêter. On va plutôt le dire comme ça, parce qu'il y avait quand même un petit peu de beau monde. On va se pencher à présent, je vous propose, messieurs, de regarder la course qui arrive samedi, à savoir Milan-San Remo, le premier monument de la saison chez les hommes. Je précise pour Geoffrey avant de me faire reprendre de voler. Qui est-ce que vous attendez particulièrement sur ce Milan-San Remo? Parce que on sait que souvent il y a beaucoup de coureurs à qui ça peut sourire. Là, cette année, qui est-ce que vous avez envie de suivre en particulier d'ici pour la course de samedi prochain? Tiens, Anselme, pour commencer. Je te donne mon favori ou qui je vais suivre? Ah, qui tu vas suivre? Et on verra après pour le favori. Peut-être que ça peut différer. Ouais, bah je vais suivre forcément les Movistar, hein, mais sans aucun espoir. Est-ce que tu vas... Non. Qui tu vas suivre à l'avant du peloton? Je vais plutôt te poser la question comme ça. Ok. Là, c'est une autre histoire. Non, moi je vais suivre la Trek, Lidl Trek. Alors, à voir, parce que Stuyven a quand même fait une lourde chute, si je dis pas de bêtises, sur la dernière étape de Tirreno. C'est lui qui tombe dans le sprint, je crois, le Trek. J'ai plus en tête tous les coureurs qui sont tombés précisément, parce qu'il y avait eu une sacrée chute, ouais. Mais oui, il fait partie des coureurs qui sont tombés. Alors, je vois qu'il a pris une pénalité de 10 points, donc oui, il doit être tombé, en effet. Ouais, ils sont 35e. Oui, il est dans le même temps, donc ouais, c'est ça. Mais la doublette Pedersen-Milan, moi, je trouve ça... c'est très sexy sur le papier, donc je vais les suivre. Je vais mettre un œil dessus. Ok, déjà un petit coup de fluo sur les trois coureurs. Johan, qui te semble intéressant à suivre pour Milan-San Remo samedi prochain? Moi, je trouve que la hype cette année, elle est sur Filippo Ganna. Ah, je crois que t'as piqué le nom de Geoffrey là. Ouais, non, mais je parle. Moi, je le prends pas forcément vainqueur, mais je trouve que la hype est sur lui, sur le côté un peu Cancellara Prime, où il arrivait, c'est pas trop s'il pouvait suivre dans les bosses, s'il pouvait gagner peut-être un sprint, si il allait partir un peu en solitaire à un moment, et je trouve que tu retrouves un peu cette aura-là du coureur surpuissant, où tu sais pas trop ce qu'il va pouvoir faire au milieu des spécialistes. Et moi, je trouve que c'est le coureur le plus intéressant à suivre sur la course qui arrive, quoi. Et puis Filippo Ganna, il a montré déjà les années passées que dans le Poggio, il est en mesure de bien suivre aussi. Bah, quand tu mets les 1300 watts sur 10 minutes, oui, ça va. C'est pas mal, ouais. Geoffrey, est-ce que... Ça va, le Poggio, c'est du 3%. Oh, c'est un faux plat. C'est pas grand-chose, hein, ça va. Geoffrey, est-ce que c'est Filippo Ganna, toi, que t'as envie de suivre, ou il y a d'autres coureurs qui semblent intéressants à garder à l'esprit pour Milan-San Remo? Bah déjà, c'est reparti pour une flopée de week-end où je peux prognostiquer Mathieu Van Der Poel et Lotte Kopecky. Mais c'est vrai.
Mais franchement, j'aimerais vraiment que Filippo Ganna gagne. Et côté féminin, que ce soit Marianne Vos. Par rapport à Filippo Ganna, déjà, est-ce que par rapport à ce qu'il a montré sur Tirreno, il n'est pas encore meilleur pour passer le Poggio en premier, par exemple, ou en deuxième? Ouais, et puis l'attaque qu'il fait sur l'étape de 240 bornes, dans le final, enfin, quand il l'a fait au bout d'une étape longue, usante avec la météo, j'ai tout de suite pensé à Milan-San Remo, en me disant, mais j'ai hâte d'être je me suis dit, j'ai hâte d'être dans 10 jours, donc dans 3-4 jours maintenant. Avec Van Der Poel derrière qui se prépare à lancer le sprint pour Philipsen. Bon, j'espère juste qu'il aura pas changé de vélo dans le dernier kilomètre, parce que là, quand on approche de la Via Roma, ce sera compliqué de revenir dans le coup, là. Ouais. Même s'il est repassé dans le même temps, ça n'aura pas d'importance. Puis il vaut mieux finir avec un vélo à sa taille. Hein. Ouais, alors c'est l'inconvénient de Ghana, ça va être compliqué d'avoir quelqu'un qui a les mêmes cotes à côté de lui. C'est pas évident. Ouais. Mais bon, on va dire que Filippo Ganna, ça fait partie des coureurs qui ont un coup à jouer. Après, est-ce qu'on n'est pas en train de se dire que on pense beaucoup à Tadej Pogacar, on sait que ça va beaucoup tourner autour de lui, ça avait été le cas ces dernières années, et notamment l'année dernière particulièrement. Est-ce que ça fait pas que, quand même, ça reste Milan-San Remo, et donc ça reste quoi qu'il arrive extrêmement ouvert, et on peut s'attendre à tout, quoi que Pogacar veuille bien faire? Par rapport à Pogacar, moi je maintiens l'idée, Milan-San Remo est parmi les 5 monuments celui qui a le terrain qui lui convient le moins. Parce que c'est le plus dur de faire la différence dans le final. Parce que à chaque fois que Pogacar gagne, c'est en étant le plus fort, et être le plus fort sur Milan-San Remo, ça suffit pas. Être le plus fort physiquement, j'entends. Mm-hmm. Oui, faut aussi être malin, placer l'attaque au bon moment, bien gérer l'aspect tactique, bien se préserver aussi. Forcément, quand tu cours Ça, pour un setter. de toute façon, pour qu'il gagne, faudra énormément durcir, et je m'attends à ce que UAE fasse des choses comme on a vu l'année dernière, mais nous on a vu l'année dernière que ça n'avait pas suffi. Donc, à voir comment ça va être là, et tout Pogacar qu'il est, je le vois pas mettre 15 secondes à Ghana, Van Der Poel ou d'autres dans le Poggio, donc... Est-ce que limite pour Pogacar, il faudrait pas qu'il attaque dans la Cipressa pour gagner Milan-San Remo? Ça dépend Oui, des mais circonstances de course et de comment est le peloton, parce que y a quand même une bonne portion pour revenir vers le Poggio. Oui, ça oui, c'est sûr. parce qu'historiquement, ça marche pas tellement d'attaquer dans. Ouais. Non mais comme je vois pas mal de discussions de gens qui se disent Pogacar, franchement, s'il y en a bien un qui peut aller gagner Milan-San Remo en sortant dans la Cipressa, c'est lui. La question Non, peut Pogacar, peut-être... pour qu'il y ait Milan-San Remo facilement en partant de loin, il faudrait qu'il remette la maniée. Ouais, ça a disparu vers 2008, un truc comme ça, la manie? Non, ça a paru à ce moment-là. Ah, Ça a oui. disparu depuis une dizaine d'années environ. Ok. Oui, il faudrait au final que Milan-San Remo soit plus dur, en fait, pour Pogacar. Soit on remet la maniée, soit on met le Pompayana qui avait été évoqué à certains moments. Mais c'est justement tout ça l'intérêt de Milan-San Remo, c'est que c'est pas assez dur pour les coureurs qui veulent y aller juste sur le terrain physique, mais c'est quand même un peu trop dur pour ceux qui veulent passer sans effort et y aller juste au sprint. Donc, oui, ça fait toute la caractéristique, la spécificité de cette course. Et c'est l'élément, la course qui met le plus en avant, que une bosse de 3,5%, quand tu l'as fait après 6 heures de vélo et 280 km, c'était pas pareil, quoi. Ouais, c'est sûr. Après aussi pour évoquer la course femme, puisqu'on a le retour de Milan-San Remo femmes, est-ce que cette description que tu as fait de la difficulté intrinsèque de Milan-San Remo chez les hommes, est-ce qu'on peut retrouver ça sur le Milan-San Remo femmes qu'on aura, sachant qu'il y aura que, entre guillemets, 156 km au départ de Gênes? Je crains justement que ce soit un peu court par rapport à ça et qu'il y ait un sprint un peu plus massif dans l'épreuve féminine. Quitte à partir de Gênes, il fallait vraiment faire un aller-retour de 20 bornes, un petit circuit autour du départ, rajouter un truc et avoir une course féminine qui en fait au moins 200. Parce que 300 bornes côté masculin, c'est un truc qu'on voit jamais nulle part. 200 bornes côté féminin, c'est un truc qu'on voit jamais nulle part. Milan-San Remo est plus petit que certaines étapes du Tour, donc... Que 3 étapes du Tour.
Là, voilà, donc que la moitié des étapes du Tour, quasiment. Donc, Ouais. voilà, quoi. Si on avait un Milan-San Remo plus petit que la moitié des étapes du Tour, il serait plus petit que le Milan-San Remo féminin, quasiment. Johan, toi qui suis aussi pas mal le cyclisme féminin, est-ce qu'on n'est pas à se dire que la description qu'on a du Milan-San Remo chez les hommes, à savoir une course qui est ouverte parce qu'elle peut s'ouvrir à beaucoup de coureurs, ça ressemble pas presque plus au trophée Obinda qu'au Milan-San Remo qu'on va avoir ce week-end? Bah, ça ressemble complètement au trophée Obinda et le trophée Obinda qu'on a eu le week-end dernier. Enfin, c'est. Avec la victoire d'Elisa Balsamo, alors que des coureurs comme des coureuses comme Demi Vollering ou Elisa Longo-Borghini ont attaqué dans le final, pour mettre un peu de contexte. Hein. Pour moi, il y a un truc assez scandaleux d'avoir remis ce Milan-San Remo à cet endroit-là, au lieu de faire une rallonge monétaire du trophée Obinda, histoire de pouvoir sortir un peu du côté course en circuit et de vraiment l'assumer que c'est le monument, c'est le trophée Obinda et c'est ça le monument, et tu mets ça en valeur. Là, le Milan-San Remo, ça va jouer entre les mêmes coureuses que la semaine dernière, globalement. Donc peut-être que tu as Longo-Borghini ou Vollering qui peuvent sortir, et sinon après ça va être Maren Vos, Kopecky, Balsamo au sprint, mais c'est pas très intéressant. Ça, c'est 3/4 des classiques du cyclisme féminin, donc Ça te hype pas beaucoup, quoi, ce retour de Milan-San Remo chez les dames. ça ne me hype zéro. Bon, ça permettra au moins de s'occuper un petit peu pendant la longue procession qu'on a chez les hommes. Ah bah je regarderai parce que je vais plus kiffer si c'est Maren Vos qui gagne que si c'est Pogacar, mais Oui, ça je comprends, je vois. mais voilà. Anselme, regarde la course féminine avec Kat Ferguson, t'auras peut-être Movistar qui va être dans le coup dans le final. Ouais. Déjà, je vais regarder la course homme en replay, alors j'ai pas de quoi m'infliger un autre replay. Oh, tu sais, le Milan-San Remo homme, je pense que tu le prends au pied de la Cipressa, t'as pas raté grand-chose non plus. Ah, Ouais, si, ouais. t'as tous les petits trucs du peloton où ça se place et t'as les équipes qui frottent et tout. Ouais, mais je le prends Les 10 mecs bornes qui avant la s'énervent Cipressa. pour aucune raison dans le capot de Chervé. Les fumigènes, dans un des petits capis, je sais plus lequel. C'est ouais, le folklore de Milan-San Remo. Bon, pour finir, ça serait quoi vos pronostics pour ce Milan-San Remo qui nous attend donc samedi? Qui veut commencer? Allez, Geoffrey. J'espère, comme j'ai dit, Ghana et Vos, mais je vais pronostiquer Van Der Poel et Kopecky. Ouais. C'est contractuel, donc. Oui, bah ça, oui, j'ai bien compris. T'es obligé de faire un deuxième pronostic parce que sinon le Kopecky Van Der Poel était un petit peu obligatoire. Kopecky d'ailleurs, c'est sa première course de la saison. C'est Milan-San Remo, je crois. Je crois. Ouais. Elle n'a pas couru sur route. Faudra voir du coup, est-ce que ça sera suffisant pour réussir à l'emporter, parce que l'an dernier, Mathieu Van Der Poel justement, il n'avait pas couru avant Milan-San Remo, et il n'a pas gagné. Kopecky dans son équipe, elle aura Vibes, donc je suis pas sûr qu'elle joue sa carte. Hein. Bah ça sera intéressant à suivre en tout cas. Toi, Johan, justement, ça serait quoi ton pronostic? Chez les filles. Kat Ferguson. Non. Blancavas. Oh non. Maren Vos, on va dire. Et puis chez les garçons, Paul Magnier. Ah, Paul Magnier, qui lui aussi a bien chuté sur la dernière étape de Tirreno. Ouais, mais tu dis que comme ça là. Non, mais en fait, j'ai pas envie de pronostiquer. C'est mon pronostic surprise que je trouve le. C'est le pronostic surprise c'est le pronostic surprise contractuel. Mais voilà. Ouais. Ok. Assume plus le pronostic surprise que tu avais dit avant le début de l'enregistrement. C'était Jenny Vermeersch. Mais le problème, c'est qu'il y a Philipsen dans l'équipe et du coup, ça fait un mec en trop, ça fait 3, ça fait un peu trop quoi. Il serait 2 encore, mais. Alors après, il faudra voir ça, que pour passer les 290 km, j'ai peut-être plus confiance en Gianni Vermeersch qu'en Paul Magnier, qui a pas fait le monument encore. Oui, non, mais j'ai pas dit que c'était. Mais il faut oser, je vois bien. Je trouve sur le côté. Enfin, je sais pas, il a quand même fait deuxième du Het Nieuwsblad, même si ça arrive en peloton, tout ça. Il a priori les classiques qui passent à peu près. Il est à peu près en forme. Si tu fais un coureur surprise ou je sais pas, tu as un sprint à 22 coureurs et lui il déboîte du fond de peloton et puis il a un peu de réserve de vitesse par rapport à ceux qui se sont fait mal dans la bosse, je sais pas. Enfin. Oui, puis c'est aussi le genre de coureur qu'on parlait un petit peu pour Mats Pedersen. C'est pas un pur sprinter, c'est un coureur qui sait aller vite, mais qui est
peut-être plus classic man que sprinter, quoi. Paul May. Donc voilà, si je vais chercher des coureurs surprises, en fait, j'ai du mal à en trouver beaucoup, donc c'est lui que je vais chercher. Après, j'aurai une start-list complète à quelques jours de la course, peut-être que je pourrais trouver d'autres choses. La veille de la course, plutôt. Hein, Voilà. c'est RCS. Mais ouais, bon, c'est vrai qu'on n'a pas encore tous les noms complets, mais il y a quand même pas mal de noms intéressants qui sont affichés pour l'instant. Il faudra voir d'ici samedi si jamais il y a des changements encore qui peuvent apparaître. Et Anselme, pour terminer, est-ce que contractuellement tu vas nous citer en espagnol par exemple, en Non, hispanique pas du tout, pas du tout. Oula. Mais j'ai un pronostic, mais la formule de Geoffrey Taylor, c'est j'ai très envie de voir gagner Ghana, m'a fait penser que moi j'ai très envie de voir gagner Michael Matthews. Mais mon pronostic, ce sera Jonathan Milan. Ouais, Jonathan Milan qui t'est pas mal tapé dans l'œil sur. Ouais, et puis je pense, sur enfin, avec Tirreno. Pedersen, la double carte me fait penser que ça peut fonctionner. L'année dernière, ça fonctionnait avec Van Der Poel et Philipsen. Et bah là, encore une fois, le bourrin pourrait permettre aux sprinters de gagner. Ouais, alors Même que, si on espère Michael Matthews. Michael Matthews qui a connu à peu près toutes les places dans le top 10 de Milan-San Remo. Ouais. Et là, Donc, bah, Donc la première serait la plus belle. Hein. Et puis, j'en Évidemment. connais un sur le forum qui ne s'en remettrait pas, mais ça lui ferait très plaisir aussi. Donc. Évidemment. Voilà. Bon, je vais pas te lancer sur un pronostic pour Milan-San Remo femme, sinon tu vas nous dire. Non, j'en sais rien du tout. Voilà, tu vas finir par. Là, franchement, si tu veux, t'as plein de noms de coureuses d'il y a 10 ans là, qui sont ressortis dans les pelotons. Tu peux sortir des noms de Non, vieux mais noms, là. j'allais dire, en fait, si c'est pas si dur et que ça finit au sprint, il y a peut-être Sierra de Movistar, la cubaine. Si elle y va, elle va vite. Ouais, mais non. Non, Movistar, dis Lian Lippert à la limite au cas de Ferguson, ça passera mieux. Non, mais Tu cubain, peux, c'est tu bien. peux citer, franchement, tu peux faire le cyclique, c'est citer Pauline Ferrand-Prévot, ça marche. Non, c'est trop mainstream pour moi, ça. Ouais, Par contre, là, si tu cites Mavi Garcia juste parce qu'elle est espagnole, on va te dire non. Alors, par contre, je pense que Arlene Sierra, je suis rapidement en train de regarder son compte Instagram. J'ai pas suivi toute son actualité précise. Je pense qu'il y a assez peu de chances qu'elle participe à Milan-San Remo, puisque je vois un post d'il y a 5 jours qui félicite le fait qu'elle ait accueilli un nouveau-né. Donc, donc je pense qu'il y a assez peu de chances qu'elle soit au départ de Milan-San Remo samedi, la cubaine. Et je vois effectivement qu'elle a pas couru cette saison. Mais tu sais, il y a des. On va être très vite. C'est avec les hormones, tu vois, elle va. donc bon, ok, je suis désolé pour toi, mais peut-être Milan-San Remo 2026 pour Arleni Sierra du coup plutôt. Mais bon, c'est quand même intéressant de voir que, enfin, c'est quand même aussi toujours positif. Ça permet d'en parler que voir qu'il y a des coureuses qui peuvent donner naissance pendant leur carrière et ensuite revenir en arrière. C'est toujours aussi positif pour leur bien-être. Et bon. En général, ça marche bien. Hein, parce que, enfin, les retours de post-grossesse. c'est pas trop mal, ouais. T'attaques au kilomètre zéro, tu peux te retrouver à gagner la course. Ouais. Hein, le début d'un monument côté féminin. Il y a de quoi faire. Puis bon, malheureusement, on n'a pas non plus la startlist encore complète, on est un peu trop tôt, donc je peux pas demander à Anselme quel coureur au pluriel de Solution Tech Vini Fantini seront dans l'échappée, mais je sais qu'il aimerait bien citer les coureurs panaméens par exemple. Ouais, les deux sont champions, hein, sur route et sur et chrono. Donc on verra, il y a de quoi faire. Mais allez, est-ce qu'il y en aura combien 2, 3, 4, 5 dans l'échappée de Solution Tech Vini Fantini en scène? Bah, on n'a pas la startlist. Non mais je te demande combien, pas les noms. Ah oui. Oh, il écoute ma question lui. Ah non mais moi je me projette déjà. On peut en avoir 2, 3. Plus ça m'étonnerait et puis on va en avoir 2, 3 et si Sbaragli au départ il fait top 15. Pour l'échappée, j'aimerais tellement que ça fasse pas comme l'an dernier où directement l'écart a été plafonné à 2 minutes. On a une petite échappée qui prend 10 minutes d'avance, ça serait. Ouais, ça mais serait sympa. Mais... Ça, 10 minutes d'avance, c'est quand même pas très 2025. Hein, non, en plus, pour le coup, UAE, ça vaudrait le coup qu'ils laissent l'échappée par prendre vraiment beaucoup de temps, histoire que la chasse soit plus intense derrière, que tu maintiens un tempo après.
Ça leur ferait une raison supplémentaire de rouler plein pot pendant les 100 dernières bornes, quoi. Bah oui. Mais bon, ça... Que l'échappée prenne 2 minutes ou 10 minutes, ça changera pas grand-chose à la tactique UAE non plus, j'imagine. Non, mais de toute façon, Milan-San Remo, l'échappée, il gagnera jamais. Mais Mais on sait jamais. chez les filles, ça peut arriver. Ça Ça peut oui. y avoir, tu peux avoir FDJ et SD Wars qui se regardent, font non. Toi vas-y, non, toi vas-y. Et puis l'échappée qui va où mais... Et puis hop là, je sais pas, c'est Cofidis qui gagne en échappée, comme ça. Pas une grosse de. Ça n'existe plus, je crois, mais face à Bortolo, tu vois. Enfin... Ah oui, là ça va. Ah ouais, face à Bortolo est au départ. Donc pourquoi pas, on verra. Écoutez, bon, il y a pas mal de choses à faire. On aura le temps, pendant tous les longs kilomètres qui mèneront jusqu'à San Remo pour se faire des scénarios improbables. Je sais que vous en avez encore plein sous le pied. Écoutez, on va se garder ça pour le forum, pour remplir les pages, pour animer un petit peu la journée. Avec tout ça, on va arriver tranquillement à la fin de ce podcast Chasse-Patate. Merci beaucoup, Johan, Anselme et Geoffrey, de m'avoir accompagné aujourd'hui pour débriefer Paris-Nice et Tirreno et se projeter sur Milan-San Remo qui arrive samedi. On se retrouvera donc pour Chasse-Patate bien la semaine prochaine, après Milan-San Remo justement. Et en attendant le prochain podcast, bien vous pourrez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Blue Sky et Threads. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse-Patate.